Bien le bonjour à tous, c'est Article Oblivion sur Production Lead, tout ça vous connaissez. On se retrouve enfin pour cette troisième partie, troisième et avant-dernière partie du débat Mélenchon contre Zemmour. Je sais que le débat commence à dater, je sais que tout le monde s'en fout et que cette vidéo ne fera pas son quota de vues, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de quota en fait. C'est parti, je vais rappeler rapidement du coup le concept de l'émission. Le but de cette émission est d'entendre les arguments de l'un et de l'autre et d'analyser la pertinence de l'argument d'un point de vue logique, d'un point de vue argumentatif, d'un point de vue dialectique au final, et non le fond du propos. On ne doit pas vérifier la vérité historique ou scientifique de ce qui est avancé, mais uniquement la structure logique du débat. Je regarde l'heure. Ok, très bien. C'est parti. Votre grand-père est arrivé d'Espagne, du Maroc et Algérie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'appelait Mélenchon. Il a changé. Oui, donc on rappelle, on en était arrivé là, hein, l'argument de les ancêtres font ce que... Enfin, voilà, nos ancêtres faisaient quelque chose, et j'avais dit, je crois qu'on avait fini justement une précédente vidéo sur, bah oui, mais c'est pas parce que ton grand-père faisait quelque chose que tu dois forcément faire la même chose, il faut se reporter au contexte présent. Maintenant, je ne dis pas que franciser les noms et les prénoms n'est pas une bonne chose, je dis pas que c'est une mauvaise chose non plus, je dis juste que l'argument en soi, d'un point de vue logique, c'est pas forcément, c'est pas un argument très pertinent. Son nom, il l'a francisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des prénoms français à ses enfants et ses petits-enfants, exactement comme les miens. Le mien, mon grand-père a changé de prénom. Il s'est appelé Justin. Ça, c'est l'assimilation à la française. Vous en êtes le produit, mais vous le reniez aujourd'hui. Non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Je suis confronté à de nouvelles situations. Et j'y fais face. D'un point de vue logique, ça se tient. En effet, là pour le coup, c'est Mélenchon qui gagne le point. Je sais que d'habitude, je donne plus de points à Zemmour qu'à Mélenchon, mais on n'est pas là pour prendre parti, on est là pour dire ce qui est. Et en effet, il faut savoir s'adapter au contexte. Alors, je dis pas que Mélenchon a raison de faire ce qu'il fait, ou Zemmour a tort, ou raison même, mais il ne faut pas oublier que, c'est pas parce que vos ancêtres ont fait quelque chose qu'il faut répéter bêtement le même schéma. D'un point de vue logique, il faut savoir s'adapter, il faut savoir regarder la situation présente et se dire, est-ce que oui ou non, je dois faire comme mes ancêtres, ou créer, inventer, ou m'adapter une nouvelle méthode. C'est ça le bon raisonnement à avoir, c'est, au lieu de suivre bêtement ce qui a été fait avant, c'est, doit-on continuer comme avant, doit-on créer une nouvelle méthode? Est-ce que le contexte actuel demande que nous faisions telle ou telle chose? Là, jusqu'ici... Je veux vous dire ceci, les gens s'appellent comme ils veulent. Ils le font par tradition familiale, on donne un prénom. Pourquoi votre Quand on donne un prénom qui est le nom du prophète, écoutez, chez moi, il n'y avait pas beaucoup de croyants. Par conséquent, on donnait les prénoms qui nous plaisaient. Non, mais écoutez-moi, c'est pas vrai. Quand quelqu'un appelle, puisque c'est là-dessus que vous avez cherché, quelqu'un, son fils Mohamed, c'est souvent parce que le grand-père s'appelait comme ça. Et quand on donne un prénom à un enfant, c'est parce qu'on veut le placer sous la protection de ce prénom. Il n'y a pas de honte à donner le nom du prophète à quelqu'un. Vous avez raison. De même qu'il n'y a pas de honte à s'appeler David, ou qu'il y ait des milliers de catholiques qui s'appellent Marie. Monsieur Mélenchon, est-ce que pourquoi... Alors, Zemmour n'a pas attaqué sur la question de la honte. Donc, je veux bien entendre son propos comme quoi il n'y a pas de honte à s'appeler comme ça ou comme ça. Je vérifie, le micro est bien branché. Oui. En fait, c'est mon voyant qui est pété. Ouais, non, si le micro est branché, excusez-moi. Donc, ouais, il n'y a pas de honte à s'appeler comme ça ou comme ça. Mais c'est pas ce qu'a dit Éric Zemmour. Il n'a pas parlé de notion de honte. Il a parlé d'assimilation culturelle à la française. Donc, d'un certain point de vue, oui, ce que dit Mélenchon est vrai. C'est une logique qui se tient. Seulement, encore une fois, il change un peu le sujet, alors qu'en vrai, il était très bien parti avec son on s'adapte avec de nouvelles situations. Bah oui, peut-être qu'il aurait pu attaquer sur le fait que l'assimilation à la française, ça a changé, le fait que la culture française évolue et intègre de nouvelles cultures, sa fameuse créolisation. Il nous parlait de créolisation au début de débat, ça aurait été le parfait moment pour sortir le croisement des cultures. Parce que nous sortir juste, il n'y a pas de honte,
Ouais, mais c'était pas là-dessus que portait le débat, hein. Personne n'a parlé de honte, y a aucun débat sur le fait que ce soit honteux de s'appeler Mohamed ou David, en fait, tout le monde s'en bat un peu les couilles, mais on a quand même une remontada de Mélenchon, d'un point de vue logique, d'un point de vue argumentatif. Là où Zemmour, il commence à patauger un peu, hein, sur la question du nom. Insultez continuellement les musulmans en essayant de donner l'idée que vous allez les canichiser. Vous n'y arriverez pas. Ça n'a pas de sens. Un peu de bienveillance, un peu d'amour, d'amitié pour les peuples qui sont là et avec qui nous faisons un peuple en commun. Monsieur Mélenchon, non mais je suis désolé, le peuple en commun c'est avec une culture commune. Souvenez-vous de Renan. Mais c'est moi qui vous ai expliqué. Stop, monsieur Mélenchon, stop. Non, c'est pas ça la colonisation. Pour revenir vite fait sur un point, là en l'occurrence, Éric Zemmour a peut-être, certes, à un moment, parlé spécifiquement du prénom Mohamed, par exemple, mais il a aussi cité les ancêtres de Mélenchon, qui s'appelaient apparemment Mélenchon, je ne le savais pas, et il a cité ses propres ancêtres à lui. Donc là, ce que fait Éric Zemmour, c'est pas de l'acharnement sur les musulmans. Lui, dans la logique, dans la structure logique de ce qu'il dit, il dit nous, dans nos générations, on a tous fait un sacrifice, on a tous fait un effort pour faire cette assimilation. Il faudrait que les autres, ceux qui n'ont pas encore fait cet effort, au même titre que nous, fassent cet effort. Alors, c'est discutable, on peut en débattre. Est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui de faire ce même effort d'assimilation qu'on faisait il y a 2 ou 3 générations? Je suis pas là pour trancher la question. C'est pas à moi de répondre à ça. Néanmoins, c'est pas de l'acharnement sur les musulmans. Là, c'est plutôt vouloir... comment dire? En fait, c'est... Lui, sa famille a fait un sacrifice, il voudrait que les autres familles fassent ce même sacrifice pour ce même but. C'est pas de l'acharnement sur une population, c'est juste vouloir mettre tout le monde à égalité, mais sans tenir compte du coup du contexte qui évolue avec les années. C'est une logique qui se défend. Par contre, d'un point de vue Mélenchon, là, on était en pleine remontada, on rechute un peu, hein, parce que, voilà, il l'attaque sur la question des musulmans, il dit qu'il s'acharne, tout ça. Là, il y a beaucoup de moments où Éric Zemmour est très borderline sur l'islam, on en avait parlé, il avait dit beaucoup de merde à un moment, mais là non, juste... il a visé sa propre famille, il a visé la famille de Mélenchon, c'est pas de l'acharnement sur les musulmans, c'est sur tout le monde qui dit ça. C'est tout le monde. Le travail forcé d'assimilation au Monsieur lubique, monsieur Zemmour. Messieurs, stop, pardon, il est 22h, ça fait 1 heure que nous sommes sur ce plateau. La dernière question qu'on vous a posée, la dernière question qu'on vous a posée, c'était sur l'OTAN. Je le rappelle. Nous avons répondu. Je referme la parenthèse. Nous avons répondu tous les deux sur l'OTAN. Absolument. Il est 22h. Premier point, fact-checking pour refermer cette première partie. Oh, du fact-checking, cool. Par contre, vérification des faits. Putain, on est en France, sur un plateau de télé français, avec des hommes politiques français. Pourquoi on met des anglicismes? Je sais que c'est pas le rapport, enfin c'est pas le sujet de la vidéo, mais moi ça me saoule quand on fait des trucs comme ça. Le fact-checking, c'est pour faire jeune et branché, c'est pour ramener un public ado. C'est pas comme ça que ça marche, BFM. Hein. Vous pouvez dire un point vérif si vous voulez faire un peu branché, mais sans faire dans l'anglais. C'est pas moi, un point vérification. Ouais, bon. C'est vrai ce que Éric Zemmour dit, ils ont tous les deux répondu sur l'OTAN, hein, mais bon. On va retrouver Amélie Rosy qui est avec une partie de la rédaction de ici, il n'y a pas autre chose que fact-checking. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. On va vérifier... Mélenchon qui dit, je sais pas si vous l'avez... Attendez, on va le repasser. Attendez. Écoutez bien... Attends. Écoutez bien ce que va dire Mélenchon et ce que va répondre Zemmour. Mais écoutez Mélenchon. La dernière question qu'on vous a posée, la dernière question qu'on vous a posée, c'était sur l'OTAN. Je le rappelle. Nous avons répondu. Je referme la parenthèse. Nous avons répondu tous les deux sur l'OTAN. Absolument. Il est 22h. Premier point, fact-checking pour refermer cette première partie. On va retrouver Amélie Rosy qui est avec une partie de la rédaction de ici, il n'y a pas autre chose que fact-checking. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Personne parle français ici, il n'y a pas autre chose que fact-checking. Désolé, mais on est tous les trois d'accord. Mélenchon, Zemmour, merci. On est sur un putain de plateau de télé français avec un débat
politique français, quoi. Genre, on n'a pas de mot en français pour dire vérification des faits ou vérification tout court, tu vois. C'est... Je sais pas ce qu'ils fument chez BFM, mais... On va vérifier les différents propos que vous avez pu tenir ce soir, si vous... Voilà, merci. Monsieur Mélenchon, Amélie Rosic, nous vous écoutons. Oui, d'abord, Monsieur Zemmour, vous dites que la France compte 2 millions d'immigrés supplémentaires sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais vous ne comptez pas, par exemple, les départs, les étudiants qui repartent, les expatriés qui rentrent chez eux, les travailleurs détachés qui ont fini leur contrat. Et surtout, la cellule fact-checking a vérifié, et en se basant sur les chiffres de l'INSEE, il y a 190 000 immigrés de plus par an en France, et 50% d'entre eux, c'est important, sont nés en Europe. Nous avons également contacté le... Ah oui, non mais alors, il a pas dit d'immigrés maghrébins. Immigrés, c'est immigrés. Même s'ils sont nés en Europe, on s'en fout un peu. Après, évidemment, Éric Zemmour vise un peu plus les maghrébins et les arabes, on va pas se mentir. Mais un immigré italien, c'est un immigré. Un immigré anglais, c'est un immigré. C'est vrai que quand on parle immigré de nos jours, en 2021, on voit surtout des gens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, on voit surtout des maghrébins, des arabes. Enfin vous, du coup, c'est dans l'autre sens, je sais plus, enfin bref. Vous voyez la carte d'Afrique, voilà, vous regardez la bande nord, tout ça, là, voilà. Mais un immigré, c'est un immigré, hein, madame, donc on s'en bat les couilles. Maintenant, les chiffres. Encore une fois, on n'est pas là pour analyser les chiffres. Peut-être qu'ils sont vrais, peut-être qu'ils sont faux. Préciser par contre qu'il y a des émigrés qui naissent en Europe, oui, je vais pas rester trop longtemps dessus. Le démographe Hervé Lebras qui nous donne le chiffre suivant. Selon lui, il y aura entre 850 000 et 1 million d'immigrés en plus en France ces 5 dernières années, soit sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, et non 2 millions. Comme vous le dites ensuite, Monsieur Zemmour, vous dites qu'il y a en France, sur la sécurité, 1000 agressions par jour. Mais selon le ministère de l'Intérieur, les chiffres que nous nous sommes procurés, facilement atteignables, en 2020, le nombre de coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans et plus. Une agression, ça peut échouer. Enfin, après oui, tu me diras, c'est tentative d'agression, du coup c'est pas une agression. Mais c'est pas tout à fait les mêmes mots. Coups et blessures volontaires. Coups et blessures volontaires. Mais techniquement, si je sais me défendre, je me fais agresser, le mec arrive pas à me toucher parce que j'esquive son coup et j'arrive à lui remettre une patate. C'est pas une agression du coup selon moi? Je suis pas sûr de comprendre là. Je vais pas trop m'avancer, mais je suis pas sûr de vraiment comprendre la logique sous-jacente. Dépasse les 260 000 victimes. Ce chiffre, nous l'avons tout simplement divisé par 365, le nombre de jours dans l'année. Cela fait 700 victimes d'agression par jour et non pas 1000, comme vous l'avez dit. C'est quand même beaucoup. Mais bon, ouais, c'est pas 1000. Enfin, mais après, techniquement, ils ont pas parlé d'agression, eux, ils ont parlé de coups et blessures volontaires. Je sais pas. On va vous laisser répondre d'abord à la première vérification des faits. À la première vérification, Monsieur Hervé Lebras est le Lysenko de la démographie depuis 40 ans. Franchement. Mais je lui ai dit. T'es un savant quand même. Mais c'est pas un savant, c'est un idéologue. Et en plus, je lui ai dit en face, Monsieur Mélenchon. Et alors, qu'est-ce que ça change que vous disiez vos horreurs en face ou pas? C'est un Lysenko. C'est-à-dire qu'il fait passer son idéologie avant sa pseudo-science. Et ça fait 40 ans qu'il contamine, pour reprendre votre verbe, le débat public. Répondez sur ce point. Alors tout d'accord, vous protestiez contre le mot contaminé, maintenant vous l'appliquez. C'est pas faux, mais il fallait là comprendre que Zemmour n'utilisait pas ce terme au premier degré, enfin je pense, mais c'est pas faux. Technique. Non, là, un point quand même pour Mélenchon. Monsieur Hervé Lebras est un savant. Il nous donne des éléments pour réfléchir. Monsieur Hervé Lebras est un idéologue. Monsieur Hervé Lebras est un idéologue. Il n'a rien d'un savant. Mais Amélie disait aussi que vous n'avez pas pris en compte le nombre de sorties du territoire. J'aime beaucoup ça. Je vais vous dire, ça aussi c'est une arnaque. Je vais vous dire pourquoi. Le nombre de sorties, ce sont des Français qui s'expatrient. Ce ne sont pas des sorties d'immigrés. On nous fait toujours le coup. C'est-à-dire qu'on réduit le cas précis des étudiants. On appelle ça le solde migratoire. Et on réduit le nombre d'immigrés qui rentrent au nombre de Français qui s'expatrient.
c'est bien un des drames de la France. C'est que nous avons toute une jeunesse qui est brillante, qui est diplômée, surdiplômée, et qui part à l'étranger pour travailler dans des universités, dans des grands groupes, etc., parce qu'elle ne supporte plus ce que devient la France. Oh. Et nous... Oui, monsieur Mélenchon, excusez-moi. Sur la logique, ça se tient. Je sais pas si c'est vrai, encore une fois, on n'est pas là pour ça, mais en effet, ce serait complètement con de réduire... par exemple, vous avez 200 000 migrants qui arrivent, t'as 100 000 Français qui se barrent, dire qu'il y a que 100 000 migrants qui viennent d'arriver, c'est pas pareil. Ta population a augmenté de 100 000 avec l'immigration. Ça, d'accord. Parce que du coup, voilà, 200 000 moins 100 000, ça fait 100 000, donc ta population augmente de 100 000 par l'immigration. Seulement, à la fin, tu te retrouves quand même avec 200 000 immigrés dans tes frontières. 200 000 personnes qui viennent d'un autre pays, d'une autre culture, avec une autre nationalité, et qui viennent donc probablement pour obtenir la nationalité française, travailler, faire des études, tout ça, voilà, ça, y a pas de problème. Mais c'est pas la même chose. Et là-dessus, du coup, je ne sais pas si Éric Zemmour a raison, mais s'il a raison, ouais, clairement, c'est indéniable. D'un point de vue logique, ça se tient, carrément. Moi, je parle avec eux, ils me parlent, ils m'envoient des mails, ils me disent leur souffrance de ce qu'est devenue la France, ils ne reconnaissent plus la France. Et deuxièmement, nous avons effectivement les 400 000 immigrés par an, je maintiens mes chiffres, et je ne parle pas des clandestins, je le répète, donc il faudra encore augmenter ce chiffre, qui rentrent en France et qui sont pour la plupart, on est à 50% d'Europe, c'est faux, on est à 30% au maximum de gens qui sont européens, au maximum. Mais même ça, on s'en foutrait en fait d'un point de vue logique. Un immigré, c'est un immigré. La culture italienne, c'est pas culture française. La culture allemande, c'est pas culture française. Si on devait être jusqu'au boutiste et pousser à fond la logique d'Éric Zemmour, mais peu importe que ce soit un maghrébin ou un allemand ou un anglais en fait. Bon, c'est sûr que les Allemands et les Anglais, ils ont moins de musulmans que les maghrébins ou les arabes. Certes. Ça change pas que c'est une autre culture, avec d'autres prénoms, d'autres pratiques. Il y a un moment, qu'ils soient nés en Europe, on s'en bat les couilles. 10, 30 ou 50%, autant d'immigrés, ça reste autant d'immigrés. Qui viennent des Amériques, ou qui viennent d'Asie, mais regardez les statistiques. Qui viennent d'Asie, il y en a très peu. Et je vous rappelle que les Asiatiques, eux, s'assimilent. On retourne voir Amélie Rosic dans la cellule de vérification pour... voir ce que vous avez à dire, Amélie, sur ce que disait tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon. Oui, monsieur Mélenchon, notamment sur la question de l'aide alimentaire que vous avez évoquée. Vous dites que 8 millions de personnes en France bénéficient de cette aide, mais ici, la cellule de fact-checking, là encore, a vérifié. Et si on se base sur les chiffres donnés par l'Institut CSA pour les banques alimentaires, en janvier de cette année, il y avait 2,1 millions de personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire et non 8 millions, mais c'est tout de même 100 000 personnes de plus qu'en 2019. C'est marrant comme elle relativise, comme elle positive du côté de Mélenchon alors qu'elle négativise du côté de Éric Zemmour. Alors que Jean-Luc Mélenchon a vachement un plus gros écart entre son chiffre et le chiffre qu'elle donne que l'écart qu'il y avait entre le chiffre de Zemmour et le chiffre qu'elle donne. Je note ça. Après, le journalisme, c'est plus ce que c'était, mais noterez quand même cette petite façon de présenter les faits et aussi cette petite différence d'écart entre les chiffres. Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, on va vérifier. Moi, les chiffres, je les prends pour ce qu'ils sont. Je crois les avoir sortis ou du secours catholique ou du secours populaire. Mais en ce moment, mes camarades font eux-mêmes un fact-checking et ils diront quelle est l'origine du chiffre. Moi, je prends les faits comme ils sont. Tout à l'heure, monsieur Zemmour, alors après nous avoir agité toutes sortes d'horreurs. Mais alors, monsieur Zemmour, qu'est-ce que... Non, mais attendez, on va pas recommencer là tout de suite. On avance quand même, laissez-nous avancer un tout petit peu quand même. Il est 22h05. Vous êtes déjà fatigué, vous? Pas du tout. Non, mais justement, on a encore une autre moitié d'émission à faire. On passe à la deuxième partie. Deuxième grande question de ce débat. Ce Mélenchon hargneux qui en veut, c'est bien, faut avoir la patate. Quand on se lance dans une présidentielle, je vais pas lui reprocher ça. Bon, il y a juste le côté après avoir agité toutes sortes d'horreurs. Petite attaque gratuite, mais franchement c'est léger.
c'était léger. Là, c'est plutôt hargneux, mais dans le bon sens. Il n'a pas été trop insultant envers Zemmour. C'est la bonne hargne. Ça, c'est celle que je peux accepter de voir en débat sans que ça me dérange. Comment réduire la fracture sociale? Avec un premier point à aborder, c'est la principale préoccupation des Français aujourd'hui, devant l'immigration ou encore l'environnement. Il y a le pouvoir d'achat. Et Jean-Luc Mélenchon, ce que vous proposez, c'est une hausse du SMIC de 16%. Est-ce vraiment réaliste? On pourrait faire plus, car les moyens ne manquent pas. Quand on analyse une société et le travail qu'elle fournit et la richesse qu'elle produit, on ne va pas porter d'appréciation sur ce qui est une richesse et ce qui n'en est pas. On va dire le travail qui est fait et ce qui est produit, qui s'échange et qui se vend. On s'aperçoit que depuis le début du siècle précédent... Attendez, je me pose une question. Ça n'a pas de rapport avec le débat. Enfin, si. Augmenter le SMIC de beaucoup. Parce que là, il dit 16 la journaliste dit 16%, elle demande si c'est réaliste, et lui, il dit on pourrait faire encore plus. Sachant que c'est pas l'État qui paye le SMIC, parce que c'est pas une allocation chômage, hein, pour le coup c'est un salaire. Est-ce que ça risque pas de niquer les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de payer très cher leurs employés parce que justement elles ont une économie très basse? Je me pose la question, voilà, c'est pas pour attaquer Mélenchon, ça se trouve c'est parfaitement possible, j'ai pas les chiffres, je me suis pas renseigné sur le sujet, donc ça se trouve c'est moi qui dis de la merde. Mais augmenter considérablement le SMIC, ça me paraît être une bonne nouvelle de base pour l'ouvrier. Par contre, pour le patron, et je parle pas des grosses entreprises, hein, je parle des PME, donc petites et moyennes entreprises, celles qui ont une petite économie, celles qui ont une petite activité d'artisan local, par exemple, est-ce que ce serait pas un peu la baisse, du coup? Est-ce que on détruirait pas un peu toutes les petites et moyennes entreprises pour renforcer encore plus le monopole des grosses entreprises? C'est une question que je me pose. Je dis pas que c'est le cas. Le temps de travail nécessaire pour produire la richesse a été divisé par 2 et la richesse produite multipliée par 50. C'est énorme. La productivité du travail a été multipliée par 20. Donc nous ne sommes pas un pays pauvre, nous sommes un pays qui produit beaucoup de richesses. Et dans la période récente, les inégalités se sont creusées d'une manière absolument incroyable, telle que tout profite au système et aux puissants. Si l'on regarde... Et c'est en niquant les petites et moyennes entreprises que ce genre de choses arrive. C'est pour ça que je m'inquiétais un peu du monde, 26 personnes possèdent autant que 50% de l'humanité. Si on regarde à l'échelle de notre pays, nonobstant la crise Covid, les principales fortunes des milliardaires du pays ont augmenté de 30% pendant la crise. Les inégalités se creusent entre ceux qui ont le plus et un ruissellement vers le haut est organisé. C'est le moment d'organiser un partage, une répartition. Comment la faire? D'abord, en augmentant les moyens de vivre, donc le salaire. Quand on augmente le SMIC, on augmente mécaniquement et assez rapidement tous les autres salaires. Il faut le faire pour des raisons sociales. Oui, mais si tous les salaires de la nation augmentent, est-ce qu'on va pas aussi augmenter le prix par effet domino? Est-ce qu'on va pas aussi augmenter le prix de chacune des ressources et créer une nouvelle inflation économique? Et au final, est-ce que l'augmentation du pouvoir d'achat ne serait pas du coup qu'une phase temporaire en attendant que cette inflation s'opère? Encore une fois, je pose une question, voilà, je suis désolé, je suis pas là pour ça normalement, mais ça c'est un sujet qui me concerne un peu plus, parce que moi je suis en train de monter ma boîte, c'est une toute petite micro-entreprise en plus, donc c'est pour ça que je m'interroge beaucoup sur les possibilités, les ouvertures économiques dans le futur, qui pourraient... Enfin bref, c'est pas censé vous concerner. Et pour des raisons écologiques. Pourquoi? Parce que les gens qui gagnent mieux leur vie peuvent trier avec plus de soin ce qu'ils vont acheter, notamment dans le domaine alimentaire, au moment où nous sommes victimes d'une épidémie d'obésité et d'une épidémie de diabète. Augmenter les salaires améliore la situation écologique, améliore la situation des gens. Deuxièmement, l'usage le plus intelligent qu'on peut faire de cette masse produite en temps inférieur, c'est de partager le temps de travail. Si on partage le temps de travail, on travaillera tous et on travaillera mieux, comme le montraient toutes les expériences de réduction du temps de travail. Réduire le temps de travail, ça veut dire dans la semaine, ça veut dire dans l'année et ça veut dire dans la vie. C'est la raison pour laquelle je défends la thèse de la retraite à 60 ans. Et je vais contre tous ceux qui ont dit, comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. J'ai toujours dit, si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille moins longtemps. Ceux qui ont augmenté l'âge de la...
Oui, et puis c'est surtout que si on travaille plus longtemps, alors que le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail ne diminue pas, on fait plus de chômeurs. Ou plus de demandeurs d'emploi. Euh, c'est vrai que ça, j'ai jamais compris comment le gouvernement s'en sortait avec le taux de chômage en France. Ils ont une stratégie très étrange qui consiste à rallonger le temps de travail de ceux qui travaillent déjà plutôt que d'embaucher de nouvelles personnes. C'est quelque chose qui me perturbe toujours un peu, mais après je connais pas les tenants et les aboutissants. La retraite et qui veulent l'augmenter encore, comme c'est le cas de M. Zemmour, c'est-à-dire faire partir les gens à 64, 65 ans, ou pour les plus audacieux, ils parlent même de 68 ans. Eh ben j'ai hâte d'entendre ces arguments. Ce qu'ils font naturellement, c'est qu'ils empêchent la jeune génération de venir à la relève de l'ancienne. L'ancienne est laissée dans le chômage. Sur la logique, encore une fois, je sais pas si c'est vrai, ça se trouve, Zemmour il va démonter tout ce qu'il dit en disant bah non c'est faux, regardez, tac tac tac, mais moi jusqu'ici sur la logique ça se tient carrément à 200%. C'est à peu près ce que je serais mené à penser naturellement. Les trois quarts du temps, tant c'est si bien. Pour le coup j'ai super hâte d'entendre la réponse de Zemmour, parce que ça se trouve, c'est que de la merde, et depuis le début moi je pense de la merde, comme Mélenchon, mais jusqu'ici, je suis 100% d'accord avec lui sur la logique, ça se tient à fond. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir la réponse. Ce qui aura été économisé sur les retraites est payé en chômage, est payé en maladies supplémentaires, etc., etc. Voilà pourquoi je crois qu'il faut rétablir l'équilibre et la justice sociale. Justice. Pas tout pour les mêmes, rien pour les autres. Voilà en gros l'idée. Mais pour l'immédiat, pardon, je termine là-dessus, je suis partisan du blocage d'un certain nombre de prix de première nécessité. L'alimentation, l'énergie, l'eau. C'est un scandale que les entreprises qui ont été privatisées ou qui doivent générer du profit, comme ça a été le cas pour le gaz, comme c'est le cas pour l'électricité, soient devenues si chères et devenues quasiment un luxe pour des gens qui peuvent passer l'hiver dans le noir, qui peuvent ne pas manger, qui peuvent ne pas se transporter et qui, bref, sont condamnés... Encore une fois, parfaitement d'accord. ...à une sorte de relégation sociale qui est insupportable dans un pays si riche. Le pays est riche, les gens sont pauvres. Voilà la contradiction qu'il faut régler. Éric Zemmour. Ah oui, alors là, j'ai hâte de voir. Je ne crois pas que nous soyons un pays si riche. Je pense que nous sommes un pays en voie de déclin, d'appauvrissement, de tiers-mondisation. Je pense que, vous savez... Oh, tiers-mondisation, t'es sûr du terme? En dehors du fait que ce soit un néologisme assez dégueulasse, je trouve... on est quand même loin de vivre dans des cabanes en boue séchée. On est quand même loin d'avoir des villes entières sans électricité. On est loin d'être... On est peut-être dans une phase de déclin, ça je dis pas, peut-être. On est loin d'être quand même... de tomber dans le bas du panier, tu vois, entre la France et les pays qui sont en vraie difficulté, où il y a vraiment de la famine et où il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas d'école, tout ça, il y a un putain de monde en fait. Il doit y avoir je sais pas combien de nations. Bon, après on n'est pas pour parler de ça, mais et du coup j'ai hâte de voir les arguments qui suivent, parce que là jusque-là... C'est amusant que cette expression de pouvoir d'achat revienne dans les conversations et dans les médias, car c'était une vieille expression, monsieur Mélenchon. Vous vous en souvenez comme moi, c'est une expression des années 70. Quand il y avait beaucoup d'inflation et que à chaque fois les salaires essayaient de rattraper l'augmentation des prix, on parlait beaucoup de pouvoir d'achat. Ouais. Mais à l'époque, nous avions une croissance très importante. Nous avions alors une croissance entre 3 et 4%, même au début des années 70, nous avions une croissance de 5 à 6%. C'était énorme. À l'époque, nous avions un équilibre du commerce extérieur. Nous avions une balance des paiements excédentaire. Nous avions également un revenu par tête d'habitant qui était, tenez-vous bien, je parle des chiffres de 1980, supérieur à celui de l'Allemagne et des États-Unis. 40 ans plus tard, nous avons... L'Allemagne, il y en avait moitié moins. Hein. Pardon? Oui, il y avait l'Allemagne fédérale, vous voulez dire. Parler de l'Allemagne fédérale, c'est ça? Oui. Oui, mais ils étaient la moitié moins. Un revenu, ils étaient moitié moins en nombre. Mais aujourd'hui, attendez, justement... pardon, vous parlez de revenu, parce que je me préoccupais de récupérer mon stylo qui est tombé par terre. Ne m'écoutez pas, je me disais aussi. On a un incident stylo, il est juste en dessous de votre siège. Oui, où ça? Je le vois pas. Ah oui, d'accord. Il est là, regarde. Je sais pas quoi dire.
C'est assez amusant en vrai. Attends, ne bougez pas. Voilà. Très bien. Non, mais Voilà, c'est pour pouvoir tout est rétabli. noter. Mais je vous en prie. Vous savez ce que c'est. Mais bien sûr. Éric Zemmour, Allons-y. allez-y. Alors, je disais donc, en 1980, je recommence pour vous, monsieur Mélenchon. Non, mais j'avais suivi, vous inquiétez Ah bon, pas. d'accord. Donc, J'ai lâché prise sur la quantité, le revenu, je sais ben pas si vous justement, me parlez. le revenu, Ok, c'est le revenu, j'ai compris. J'ai compris. le revenu par habitant, le PIB par habitant, était supérieur à celui des Allemands et des Américains. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, nous avons un PIB par habitant inférieur de 15% de celui des Allemands et de 40% de celui des Américains. Donc il y a un appauvrissement relatif. À l'époque, en 80, nous étions en termes de pouvoir d'achat le 4e ou le 5e pays au monde. Aujourd'hui, nous sommes le 26e ou le 27e. Non. Je vous assure, monsieur Mélenchon, je parle par tête d'habitant. Je ne parle pas globalement. Donc nous avons vécu un appauvrissement. Et cet appauvrissement... Bon, alors, jusque-là, si les chiffres sont vrais, et encore une fois, hein, c'est toujours ça avec Zemmour, c'est vérifier les faits, parce que sur la logique, il est très fort. Là où Mélenchon fait beaucoup de contradictions, il change d'avis tout ça en cours de route, ce qui est toujours très fort avec Zemmour, et j'admire dans sa façon de débattre, c'est que si les chiffres qu'il avance sont vrais, la plupart du temps, sa logique se tient, elle est bonne, quoi. Parce que là, en effet, oui, si les chiffres qu'il cite sont vrais, en effet, il y a un appauvrissement, ça c'est indéniable. Justement, c'est parce que nous avons suivi les recettes de M. Mélenchon. Alors, nous avons quelles sont cessé... vos solutions, Éric Il était au pouvoir pendant 50 ans, ça me réjouit, Non, c'est mais vos amis qui l'ont été. excusez-moi, vos amis ont été Vous quand étiez même... de droite, vous. Non, mais attendez. Vos amis ont été au pouvoir à partir de 1980. Vous êtes d'accord quand même. C'était M. Mitterrand qui a été élu, c'est pas M. Giscard d'Estaing. Donc après, il y a eu une alternance permanente et jamais, en vérité, la droite n'a eu le temps et n'a eu le courage La d'ailleurs gauche non plus. de mettre en œuvre ces recettes. Mais je ne parle pas de ça. Moi, je suis effectivement Ah, de vous dites tradition Monsieur Mélenchon, de droite. donc je me demande à quel moment j'ai pris cette Ben, décision. parce que... vous avez été proche de M. Mitterrand, vous avez... C'est vrai que utiliser le terme précisément de suivre les recettes de Monsieur Mélenchon, c'est clairement une attaque envers Mélenchon et pas seulement son parti politique, c'est vraiment une attaque à Mélenchon. Donc derrière, soit il a des arguments très solides, le Zemmour, soit il vient de se tirer une balle dans le pied, d'un point de vue logique, hein, encore une fois, d'un point de vue argumentatif, parce que là, Mélenchon, que je sache, n'était pas président ou Premier ministre au cours des 30-40 dernières années. Donc vaut mieux avoir de bons arguments là, c'est bon. Vous avez été ministre de M. Jospin. Pas mal quand même. Mais alors, vos solutions, Éric Zemmour? Donc, non, d'abord le diagnostic, vous permettez, parce que les solutions débouchent du diagnostic. Vous êtes Évidemment, d'accord mais avec- je pensais que le diagnostic était terminé. Non, j'ai pas fini. Nous avons donc une balance commerciale déficitaire. Nous avons une balance des paiements déficitaire de 40 milliards, je crois, en 2020. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que nous nous appauvrissons tous les ans. Ça veut dire que les étrangers nous achètent un bout de France tous les ans. Nous avons ce qu'on appelle la position extérieure nette, qui est évaluée aujourd'hui à 365 milliards d'euros, c'est-à-dire 30% de notre PIB. La position extérieure nette, vous savez, M. Mélenchon, c'est la différence entre ce que les étrangers possèdent de la France et ce que la France possède à l'étranger. Nous sommes à 365 milliards de déficit. Les Allemands, pour vous donner une idée, sont à 70% de leur PIB en excédent. Donc vous voyez, on s'est beaucoup appauvri. Et pourquoi on s'est appauvri, selon moi? D'abord parce que Alors attendez. Très intéressant. Pourquoi on s'est appauvri? Selon moi. C'est terriblement important à noter. Parce qu'il ne présente pas ça comme une vérité objective du coup. Il présente ça comme un point de vue personnel. Et ça, dans un débat, ça peut faire toute la différence. l'entrée de la Chine en 2001 dans l'OMC a ravagé les industries de main-d'œuvre en France. Et donc, nous avons perdu 1 million d'emplois, d'après les chiffres que j'ai lus, entre 2001 et 2010, uniquement à cause de la concurrence chinoise. Et puis, parce que nous avons un modèle social, un État-providence qui est devenu obèse. Monsieur Mélenchon dit « les inégalités se sont accrues ». Se sont accrues dans le monde. Vous avez raison, monsieur Mélenchon, aux États-Unis, en Angleterre. Mais en France, quand on vient calculer après la redistribution, après les charges sociales, après les impôts, après la redistribution de toutes les aides, on n'est que 1 à 3 entre les revenus les plus élevés et les revenus les plus bas. C'est très raisonnable.
on a un des coefficients de Gini, comme on dit, un des plus faibles du monde occidental. Donc en vérité, notre problème n'est pas les inégalités, notre problème, c'est la baisse de la production française, c'est la baisse de l'accroissement de la richesse française. Et pourquoi? Parce que notre modèle social est obèse. Mais vos idées, votre préconisation, il faut qu'on avance. Oui, votre pourquoi notre modèle social est obèse? Parce qu'il a renoncé à ces deux principes. Le premier, qui est de lier les contributions au travail. Nous avons de plus en plus de prestations sociales qui ne dépendent pas du travail, mais qui dépendent de l'assistanat. Bah, encore une fois, j'ai pas grand chose à dire. Je vais me répéter. Encore une fois, si les chiffres qu'il cite sont bons, ouais, il a raison. Je savais pas tout ça. Je savais pas. J'étais pas au courant pour toutes ces histoires d'appauvrissement, mais oui. Du coup, oui, c'est un bon contre-argument contre Jean-Luc Mélenchon. Deuxièmement, nous sommes sortis d'un modèle de solidarité nationale, je dis bien nationale, à un modèle de solidarité universelle. Nous ouvrons nos hôpitaux, nous ouvrons notre sécurité sociale au monde entier qui vient se faire soigner ici, qui vient toucher des allocations familiales, etc. Et vous savez combien est évaluée notre dépense sociale, monsieur Mélenchon? 750 milliards d'euros. Vous savez, ça représente 30% du PIB. Et ça a des conséquences. On le paye en dette, qui explose, et on le paye en charges sociales énormes. On laisse Jean-Luc Mélenchon vous répondre. J'ai fini. Et les charges sociales poussent les entreprises à délocaliser, et donc on perd encore en emploi. Et en plus, je ne vais pas revenir sur l'immigration, mais nous avons de plus en plus une immigration sans travail qui pèse énormément sur nos comptes. Et donc, les préconisations que vous m'avez demandé, il faut absolument réduire ces charges sociales, il faut réduire les impôts, il faut supprimer les impôts de production, il faut réduire les charges sociales, parce qu'il faut, à partir d'aujourd'hui, il faudrait que la solidarité nationale soit de nouveau nationale et que nous ne donnions plus les allocations logement, les allocations familiales, le RSA aux étrangers. Nous devons le limiter aux Français, ça nous réduira considérablement nos charges sociales, sans compter la fraude sociale, vous savez, qui est évaluée par le magistrat Charles Prat à 50 milliards. Vous avez 5 minutes d'avance, Éric Zemmour. Je vous en prie. Jean-Luc Mélenchon, ça ne veut pas dire que vous avez les 5 prochaines minutes. Jean-Luc Mélenchon. C'est à vous de lui répondre. Ah oui, d'accord. Mais je me demandais si c'était à moi ou à vous. Alors, bon, je peux pas... Pour chaque thème, évidemment, il faudrait reprendre dans le détail. C'est vrai qu'il y a eu une avalanche d'infos. Bon, après, je pense pas que c'était le plan, parce qu'en fait, c'est vrai que pour expliquer la pensée et les préconisations d'Éric Zemmour, il fallait mettre en préambule tout ce diagnostic. Mais c'est vrai qu'en débat, balancer une cascade d'informations, c'est quelque chose qui est pas forcément malhonnête. C'est pas quelque chose que moi je pourrais prohiber dans un débat que j'arbitrerais, parce que c'est pas fondamentalement malhonnête, et parfois exposer son point de vue nécessite cette avalanche d'informations, et il y a des moments où on peut juste pas s'exprimer sans le faire. Le principal problème que j'ai avec ça, c'est que en fait derrière, ton opposant, il peut pas répondre à tout. Déjà parce qu'il va pas forcément se rappeler de chaque détail, de chaque petit argument ou chaque petit chiffre que tu as avancé, et ensuite parfois répondre à chaque point par point, ce serait trop long et le débat n'avancerait pas. Et du coup c'est une technique qui marche pas mal, c'est les cascades comme ça, les avalanches d'infos qui se succèdent, pour perdre ton opposant dans une masse et valider plein d'arguments sans qu'il y réponde, parce qu'en fait il a pas le temps, ou pas la mémoire, ou pas l'énergie. Mais encore une fois, c'est pas malhonnête intellectuellement, c'est quelque chose qui se fait naturellement et qui est parfois même nécessaire pour avancer son argument. Donc c'est pas un mauvais point vers Éric Zemmour, c'est pas un bon point non plus, c'est... Voilà, je vous mets en garde contre ça. Si vous débattez, faites attention à ce genre de cascade comme ça. C'est pas forcément quelque chose qu'on peut éviter, mais c'est un point qui est crucial à noter tout de même. C'est toujours un problème dans un débat qui engendre, pour m'exprimer ainsi, des bugs en fait de répartition du temps de parole et des arguments. Par raison de la production de la richesse, je vais vous le dire, Monsieur Zemmour, je ne vous en veux pas. Il faut tenir compte de ce qu'est la production et des conditions dans lesquelles elle se fait, du PIB, l'évaluation du PIB dans chaque pays. L'évaluation du PIB des États-Unis, maintenant et dans les années 70, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, ils se sont donné le privilège de battre monnaie sans contrepartie. Et donc, ils impriment des dollars autant qu'ils veulent. Attendez, vous allez voir. Ah, d'accord.
Et par conséquent, dans l'évaluation du PIB américain, il y a ce qu'ils appellent les services, c'est-à-dire les activités bancaires, on pourrait appeler ça la spéculation, si on veut, en français un peu vulgaire, et les assurances, et ainsi de suite. Tout ça ne produit absolument rien. Je veux dire, aucun objet matériel, aucune richesse particulière qui soit utilisable par les gens. Tant et si bien vous avez dit, monsieur Mélenchon, intervalle... tout à l'heure, on ne va pas distinguer dans les richesses produites. Et maintenant, vous le faites. Je comprends plus. Non, écoutez, je comprends pas ce que vous me dites. Alors écoutez-moi 5 minutes et puis vous verrez. Je vous en prie. Je dis que ces comptes-là ne nous permettent pas d'établir des comparaisons qui ont un sens. Il faudrait savoir où ils en sont. Eh bien, je peux vous le dire, l'agriculture doit représenter 2% de leur PIB et l'industrie une quantité négligeable. Tout le reste est dans les services. Quant à la République fédérale allemande, écoutez, ça va quoi. Supportez quoi, faites pas Woody Woodpecker à tous les 5 minutes. Dès que je dis un mot, là vous êtes là à taper sur le tronc. Bon. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a laissé Éric Zemmour faire sa longue tirade et balancer son avalanche d'infos. Et là, c'est Éric Zemmour. En fait, c'est marrant comme les rôles se sont inversés par rapport au début du débat. Rappelez-vous, dès que Éric Zemmour essayait d'aligner une phrase, Jean-Luc Mélenchon le coupait, l'empêchait de répondre, l'empêchait de parler, tout ça. Là, c'est plutôt l'inverse. Jean-Luc Mélenchon, il s'est calmé, il a attendu pendant toute la tirade de Zemmour, il s'est contenté de prendre des notes sur son papier. Et il a rien dit. Et là, par contre, t'as un Éric Zemmour qui est là, qui le coupe toutes les phrases. Laisse-le faire sa tirade, laisse-le balancer ses infos, même si elles sont fausses. De toute façon, enfin voilà quoi. Même si elles sont fausses, laisse-le avancer ses arguments. Et je dirais même au contraire. Là, c'est même pas qu'une question d'être honnête intellectuellement. Si Jean-Luc Mélenchon se base sur des idées fausses, ou que sa logique est mauvaise, laisse-le commettre une erreur fatale, laisse-le s'enfoncer dans son erreur, et quand il aura fini sa longue tirade, tu appuieras sur le point qui fait mal, tu diras oui, mais, et là, paf, tu le casseras. C'est pas seulement là une question d'être honnête intellectuellement, c'est que même vous, je vous conseille, pour gagner un débat, si vous voyez que votre opposant s'enfonce dans l'erreur, mais laissez-le patauger, s'enfoncer encore plus profondément, plutôt que d'essayer de le couper toutes les 2 secondes pour le corriger. C'est pas forcément la technique de celui qui gueule le plus fort qui permet de gagner, qui permet que ce soit de convaincre ou de gagner honnêtement un débat. Donc, définitivement, ça c'est non. Couper sans cesse, à chaque phrase, tous les 2 mots là, couper sans cesse la parole de quelqu'un, c'est juste agaçant. C'est pas convaincant, c'est pas honnête intellectuellement, c'est juste agaçant. Ne faites pas ça, les enfants. Tout à l'heure, vous m'avez coupé tout le temps. Oui, bah voilà. Oui, tout à l'heure, mais c'est quoi cette chute de Éric Zemmour dans la logique? C'est quoi cet argument? Lui, il a été méchant, donc je peux être méchant aussi. Non, ça marche pas comme ça. Quant à l'Allemagne, mais enfin, c'est pas après vous que j'en ai. J'explique ce qu'est le privilège des États-Unis d'Amérique, qui est de battre monnaie sans contrepartie matérielle. Il n'y a aucun pays au monde qui peut faire ça. Et c'est bien la raison pour laquelle aujourd'hui ils sont si inquiets. C'est que tout d'un coup, les Chinois, les Russes, les Indiens, tout le monde se met d'accord pour dire on va se payer dans notre monnaie nationale plutôt qu'en dollars. Voilà pourquoi ils sont si inquiets et en déclin. Ils sont en déclin. La vérité pour nous. Alors je viens maintenant aux Allemands. Les Allemands, qu'ont-ils fait? Ils ont obtenu, d'une manière incroyable, pendant des années, le privilège en Europe d'échanger, eux, leurs machines-outils et leurs voitures et de sacrifier dans tous les échanges commerciaux la place et les productions de la France, qui est des productions moyennes. C'est comme ça. Ça a été géré en dépit du bon sens. Tant et si bien qu'à la fin, la règle de l'OMC, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce, vous dites qu'ils ont intégré la Chine et la catastrophe a commencé là. Elle n'a pas commencé là. Elle a commencé quand on a créé l'Union européenne des traités actuels qui prévoit qu'en toutes circonstances et dans toutes les directions du monde, l'Union européenne pratique la concurrence libre et non faussée, et c'est dit dans les textes. Alors, juste un point. Jean-Luc Mélenchon a peut-être raison, mais il a juste dit, en ce qui concerne le cas de la Chine, que c'est pas là où la catastrophe avait commencé. Mais il n'a pas dit que ça ne renforçait pas la catastrophe. Il n'a pas dit que l'ajout de la Chine dans l'OMC n'était pas en soi une catastrophe ou un facteur qui avait particulièrement influencé cette catastrophe. Donc,
Je serais d'avis de dire que jusqu'ici, ils peuvent au moins se mettre d'accord sur le fait que rajouter la Chine dans ces traités, dans cette OMC, était apparemment une bonne idée de merde. Enfin, en tout cas, Mélenchon n'a pas contredit sur ce point-là. Il n'a pas dit que sur la Chine, c'était mauvais ce qu'avait dit Zemmour. L'exige de ses partenaires, tant et si bien qu'on a ouvert sur le monde sans tenir aucun compte des écarts de niveau, de salaire, de bien-être, etc. Et que donc, mécaniquement, on a donné la prime à ceux qui payaient le moins, saccageaient le plus l'environnement, etc., etc. C'est ça la cause fondamentale. La contre-mesure, c'est quoi? Eh bien, ça porte un nom. Ça s'appelle le protectionnisme. Et je suis partisan d'installer un protectionnisme écologique, c'est-à-dire qui va dire tout ce qui est produit dans des conditions inacceptables par la France. Par exemple, des produits pourris au glyphosate. Ça ne rentre plus en France. Et donc, les paysans français sont appelés à produire en remplacement ce qui rentre. 50% de nos approvisionnements en fruits et légumes viennent de l'extérieur. Pourquoi cette folie? Pourquoi va-t-on produire du maïs qui sert à élever des vaches à l'autre bout du monde? Tout ça ne sert à rien pour notre pays. Nous avons besoin de la souveraineté alimentaire. Je prends l'exemple de l'alimentation parce que c'est quand même le point de départ de toutes les sociétés. Nous avons besoin de cette souveraineté alimentaire. Alors, pour englober mon propos dans une vision d'ensemble, j'ai parlé du protectionnisme écologique. Nous désobéirons, si je préside, nous désobéirons à tous les règlements qui nous obligeraient à supporter ce qui nous détruit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et dans ces conditions, comment faire? Je dis, c'est le modèle de la planification écologique. C'est amusant de remarquer que leurs points de vue convergent, même s'ils sont pas tout à fait d'accord. Une souveraineté nationale à un niveau économique ou alimentaire, c'est quand même ce que prône la droite, et c'est quand même du coup un point de vue qui est très proche de ce que Éric Zemmour pourrait prôner. Notamment, là, Jean-Luc Mélenchon un peu plus tôt a dénoncé des traités européens. Exactement ce que ferait Éric Zemmour. C'est amusant à constater là. Et puis d'ailleurs, c'est amusant à constater qu'ils sont à peu près à égalité maintenant en termes de logique. Au début, il y avait un gros déséquilibre. Il y a clairement un candidat qui était vachement plus logique et cohérent que l'autre, tandis que là, sur cette portion-là du débat, sur cette partie-là, franchement, ça va. Hein. Ils rivalisent. Ils sont... Non, franchement... Je vais vous dire pourquoi, monsieur Zemmour. Ça se passe bien. Tout ce que vous avez dit, c'est l'ancien temps. La croissance sans fin. Alors c'est des ressources sans fin, mais la planète n'a pas des ressources sans fin. Par conséquent, il faut que nous soyons dans un modèle plus sobre, plus égalitaire, avec d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de produire, d'autres produits, d'autres qualifications professionnelles, d'autres objectifs. Et pour faire tout ça, il faut planifier. Pourquoi? Parce que comme ça, l'entreprise privée comme l'entreprise publique connaîtra son horizon. Et voyez-vous, monsieur Zemmour, ça ne coûte jamais trop cher, le service public, parce que c'est ce qui permet l'égalité réelle des Français. Quant aux immigrés, votre marotte, sachez que leur consommation de prestations sociales, elle existe et elle est en relation avec leur propre contribution au travail du pays. Mais ce qu'ils consomment est moins important que ce qu'ils donnent eux-mêmes en cotisation. Et ça fait une différence de 3 milliards. Si donc vous les déportiez comme vous avez prévu de le faire, oui, ben c'est le mot qui a été. Oui, ben d'accord, mais c'est le mot qui a été utilisé. Non, mais oui, oui, non, mais d'accord. J'ai noté que ce soir vous avez renoncé à la rémigration. Je ne renonce à rien. Non, mais au moins obtenu ça de vous ce soir. J'ai obtenu plusieurs choses. Mais vous n'avez rien obtenu du tout. Oui, ben si, vous voulez plus. Vous avez inventé des mots que je n'ai pas prononcés. Déporté, vous vous souvenez de cette histoire? Ça, c'est passé en Italie. Eh bien oui, mais je n'ai pas employé ce mot-là. C'est l'italien qui a traduit. Parfait. Dans son italien. Monsieur Zemmour, dont acte. Mais la rémigration, c'est bien de vous. Non, j'ai dit, on va pas recommencer le débat. Non, mais attends. Bah oui, on n'est plus censé parler de... Il réattaque là-dessus. Et puis, bon, cette fois, on peut considérer que le fait est vrai, puisque Mélenchon vient de le reconnaître à l'instant. Faire dire à Éric Zemmour, alors qu'il n'a pas employé ce mot-là, le mot déportation, c'est limite. Déjà, c'est quasiment un point Godwin. Quasiment. Ensuite, clairement, c'est facile de décrédibiliser quelqu'un en lui faisant parler de déportation alors qu'il a jamais prononcé le mot. Et je sais pas, je trouve ça très limite. Lui faire dire le mot déportation alors qu'il l'a pas dit, et que Mélenchon lui-même reconnaît après coup qu'il l'a pas dit, ouais,
là, niveau honnêteté intellectuelle, il y a Mélenchon qui rebaisse. Là, ils étaient au coude à la coude, si vous voulez. Puis t'as Mélenchon qui a fait... non, j'avais envie de balancer une insulte gratuite, là, une petite attaque. Attendez, vous étiez c'est vous qui avez reparlé des immigrés. Parce que c'est une marotte, chaque fois qu'on parle de quelque chose, pouf, voilà les immigrés. Vous savez vous parlez Vous venez de dire que on avait un système qui était devenu trop obèse. Ce n'est pas vrai. La répartition de la richesse permet de rendre ça très simple. On est le recordman du monde des prestations sociales. Recordman du monde. Est-ce que vous savez, vous parliez de ce que apportent les immigrés. Mais arrêtez, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Si c'est vrai. Parce que dans tous ces pays, figurez-vous, les gens se payent des assurances privées, là où nous avons la sécurité sociale. Donc vous ne pouvez pas comparer. Vous faites une comparaison qui est stupide, pardon de vous le dire. Mais si vous comparez les dépenses que font des gens pour la sécurité sociale, vous devez comparer avec ce que les gens dépensent dans des assurances privées. Et à la fin, ça coûte plus cher, les assurances privées, que le service public. Aux États-Unis, en tout cas. Seulement aux États-Unis. Pas qu'aux États-Unis. On va parler écologie et environnement, justement. C'est la suite de l'émission. Mais si on pouvait arrêter... 14 secondes d'avance sur Monsieur Zemmour. Oui, en plus, si on pouvait arrêter avec l'immigration. Là, ça commence à me saouler de parler toujours d'immigration sur tous les putains de sujets de ce débat. Vous avez offert la transition. Comment concilier la fin du mois et la fin du monde? On va rappeler rapidement les données scientifiques. On va tout droit vers une hausse. On va profiter de cette coupure. Normalement, on est censé faire par portion de 30 minutes. Là, ça fait 25 minutes. Bon, on va profiter du fait qu'ils aient une transition dans l'émission pour nous arrêter. Et on se retrouve pour la 4e et dernière partie très très vite. Je vais peut-être pas la tourner forcément à la suite, mais je la tourne vraiment genre demain. Du coup voilà, pensez à vous abonner, à liker, tout ça. Bon, vous connaissez, je vais pas vous faire chier plus que ça. La bonne nuit et la bonne journée, à bientôt.